Bonjour à tous, Jean-Bernard Hadas, c'est la technologie. Bonjour à tous, Sébastien Chaput de Coprime. Bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la bonne gouvernance des portefeuilles de projets suite à la mise en œuvre des méthodologies agiles dans l'entreprise. Comment cela est-il intégré dans l'entreprise? Quelles sont les tendances? Comment rapprocher deux mondes que tout semble opposer? Alors avant de débuter le webinaire, nous allons succinctement nous présenter. Donc je suis Jean-Bernard Hadas, consultant avant-vente chez CA Technologies et j'appartiens à l'entité métier Agile Management. Et Sébastien Chaput de Coprime, donc directeur associé, et ça fait 15 ans que j'interviens dans le monde du PPM. Donc peut-être avant de démarrer quelques règles. Donc la présentation sera en anglais afin de faciliter sa consultation par le plus grand nombre par la suite. On est ensemble pour environ 45 minutes. On a prévu une petite session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat afin de pouvoir soumettre vos questions. On reverra ces questions, on les parcourra en fin de session et on les adressera dans les 15 minutes restantes. Voilà, donc nous allons vous présenter à la fois les concepts et les outils qui sont associés pour montrer un petit peu comment les bonnes pratiques peuvent se décliner opérationnellement. Alors, peut-être un petit peu avant de commencer, donc effectivement les entreprises pensent que le modèle économique induit par l'économie des applications sera un avantage compétitif critique dans les 3 prochaines années. Selon d'ailleurs de nombreuses analyses, l'innovation est génératrice de perturbations. D'ailleurs, selon le Digital Pulse, environ 75% des entreprises se disent perturbées par l'économie des applications. En fait, il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est l'exposition de la donnée, c'est-à-dire que des données qui étaient protégées initialement par les entreprises dans des systèmes legacy sont maintenant exposées à partir d'un smartphone au travers d'une app. Donc ça pose des problèmes en termes de sécurité et en termes de confidentialité de la donnée. Le deuxième point, c'est l'expérience utilisateur. Donc effectivement, les utilisateurs qui ont l'habitude de manipuler des applications et de consommer des applications au travers de leur smartphone veulent retrouver ce type de fonctionnement dans leur sphère professionnelle et dans le cadre de leur activité professionnelle. Et donc l'expérience utilisateur va avoir une importance considérable dans le cadre de ces perturbations et du changement du modèle de consommation des applications par les utilisateurs. Le troisième point, c'est également les interactions humaines. Donc il y a une grande évolution au niveau des interactions. On voit notamment par l'arrivée des réseaux sociaux et par le mode de consommation qui a énormément évolué, le mode de consommation de l'information. Initialement, on était plutôt sur des modes de consommation de type processus, avec des approbations, des validations, des allers-retours. Là maintenant, on est beaucoup plus sur un mode de partage et un mode collaboratif autour d'un point unique qui peut être un centre de discussion, ça peut être également un projet, ça peut être plusieurs discussions. Donc là, on est vraiment sur la notion de connexion et de collaboration autour d'un sujet qui réunit. Voilà, donc ces différents axes, ces 3 grands axes, vont modifier la façon dont les entreprises vont pouvoir adresser leur business, leur métier. Et donc, les entreprises doivent tenir compte de ces nouveaux paramètres qualifiants en termes de business afin de se transformer. Alors encore quelques chiffres. Effectivement, d'une part, on se rend compte que 95% des entreprises ont adopté la méthodologie agile. Donc c'est une adoption, on va dire, massive de l'agile dans l'entreprise. On remarque que paradoxalement, entre guillemets paradoxalement, on a quand même 91% des entreprises qui continuent à utiliser d'autres méthodes d'engagement des projets, comme les méthodes de type traditionnel, cycle en V. Donc voilà, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une diminution des implémentations en cycle en V, et en fait on se rend compte qu'il n'en est rien, qu'on a effectivement un engagement important à la fois des méthodologies agiles et un engagement important sur les cycles en V. Et Jean-Bernard, dans ce contexte, est-ce que c'est pas un peu opposé, quoi? Aujourd'hui, l'entreprise agile, l'entreprise de demain, alors et pour certains peut-être aujourd'hui parmi nos auditeurs, est-ce que toutes les entreprises ne sont pas agiles, exclusivement agiles? Alors en fait, effectivement, ça peut paraître contradictoire au premier abord. En réalité, en fait, non. C'est un type d'engagement qui est différent. Ça va dépendre du type de projet. Ça va dépendre également des domaines.
Et on aurait pu penser initialement qu'on allait avoir une concurrence entre les deux modes d'engagement, mais en réalité, on est plutôt sur une coexistence. Alors coexistence, on va dire que c'est le terme le moins positif. En réalité, l'idéal, c'est d'arriver à une complémentarité des deux modes d'engagement. Alors, effectivement, donc on parle de l'agile, hein, mais en revanche, concrètement, les défis actuels sont toujours présents. C'est-à-dire que les difficultés que rencontraient les entreprises ou les défis que rencontrait l'entreprise auparavant, avant l'arrivée de l'agile, sont toujours là et bien là. Donc au niveau stratégique, on peut relever le volet métier avec une difficulté du métier à engager des axes de croissance et à dégager, à identifier des axes de croissance et des axes d'investissement entre guillemets juteux à partir des données de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui a beaucoup émergé dans la mise en œuvre du pilotage des portefeuilles chez nos clients, à savoir la notion d'alignement stratégique, pour pouvoir justement faire des arbitrages de manière partagée, de manière objective. Et de ce point de vue-là, on est content de voir que cette stratégie permet justement de donner plus de sens aussi aux projets qui sont délivrés au sein de l'organisation. Ensuite, et c'est vrai quand on regarde la partie gouvernance du portefeuille, ce manque de critères objectifs parfois a pu nuire à certaines entreprises dans leur développement par la suite, parce qu'elles se sont retrouvées avec un certain nombre de projets qui n'avaient aucune valeur, ou d'avoir délivré des projets qui étaient à côté de leur cible, et ce gaspillage d'énergie, de moyens humains, de moyens financiers se révèle compliqué pour eux. Et donc justement, cet alignement est aujourd'hui crucial. Ouais, effectivement, Sébastien, et on le voit bien hein, au niveau du constat, c'est qu'aujourd'hui on a quand même 2/3 des entreprises qui identifient leurs investissements et les futurs projets selon des critères qui sont subjectifs et qui ne répondent pas à des règles ou à des stratégies qui ont été fixées par l'entreprise. Troisième point, la partie exécution, donc en bleu clair. Donc effectivement, on voit qu'on conserve un mauvais alignement entre les fonctions développées par les collaborateurs et les besoins métiers. Et ça paraît assez surprenant. C'est vrai qu'on se rend compte que avec l'arrivée de l'agile, on a une capacité à développer de nouvelles fonctionnalités, mais pour autant, les fonctionnalités qui sont développées ne sont pas forcément rentables et significatives pour le business. Alors, notre interprétation, c'est que effectivement, l'agile peut permettre de délivrer de la valeur plus vite. La question restant, est-ce que on délivre toujours la bonne valeur et que l'on soit en agile ou en cyclosé, finalement, la définition du périmètre, la définition des besoins, elle reste fondamentale. Cet exercice, il doit être fait, et c'est de manière encore toute prégnante, au niveau du métier, dans sa qualification, le plus tôt possible. On voit aussi, c'est que dans le cadre de cette démarche agile qui a émergé, donc des équipes projets qui se sont équipées, qui ont mis en place leur propre méthode de manière indépendante, on se retrouve avec une multiplication des instances pour suivre chaque projet. Donc forcément, au niveau de la gouvernance, au niveau du portefeuille, au niveau du pilotage, ça va nuire à la consolidation de l'information. Les backlogs ont tendance à aller au bon point, et là on se retrouve avec des approches compliquées. On a l'impression que là, on s'en sortira pas. La conséquence, c'est que la grande majorité des demandes n'est jamais traitée, ou ça vient polluer la visibilité de ce qui est important. Donc, on revient quand même en fondamentaux en termes de bonnes pratiques, au-delà des process, de l'outil, de l'organisation, à cette communication régulière entre les différentes parties prenantes des projets, de façon à pouvoir mieux canaliser les efforts. Effectivement, Sébastien. Et donc finalement, on va pouvoir distinguer en fait 3 niveaux au niveau de ce constat. Donc un niveau côté métier, un niveau côté portefeuille, et puis un niveau côté exécution, réalisation des projets. Et en fait, on voit un petit peu que le portefeuille fait un peu le liant, c'est un petit peu l'engrenage, un peu la connexion entre le business, la partie métier, et puis la réalisation. Alors, d'ailleurs, on le voit bien, hein, effectivement, les questions que le métier se pose sont très différentes. Généralement, le métier se pose des questions du style comment cela va-t-il être approuvé, comment finance-t-on ce type d'investissement, est-ce que cet investissement est aligné avec telle ou telle stratégie, avec une politique de réduction de coûts, avec une politique d'alignement avec une stratégie métier ou autre.
Côté exécution, les enjeux et puis les questions, les réflexions sont très différentes. Donc les gens se posent la question, disent bah, c'est quoi exactement notre stratégie? On développe vite avec les méthodologies agiles, on développe encore plus vite. Alors où est le problème? Et puis on a un peu de mal à voir quelle est la fonctionnalité finalement qui est la plus importante dans le cadre d'une stratégie métier. Donc pour chacun de ces niveaux, on voit bien qu'on a des préoccupations qui sont différentes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, depuis 15 ans, on a vu évoluer un peu les pratiques et il y a 2-3 ans, on avait une tendance à justement ce que ces différentes fonctions ou différents points se séparent, que chacun parte, reste dans son monde et que la coordination finalement ne se fasse plus. Et aujourd'hui, il y a un effort des entreprises pour justement s'aligner et le portefeuille revient vraiment au centre du lien entre le métier et ceux qui délivrent les projets aujourd'hui. Donc, si on matérialise graphiquement ces concepts, Oui. on sait que beaucoup d'entreprises sont à des différents niveaux de maturité. L'agile est intégré, donc là on va retrouver effectivement le niveau business avec l'approche captation des demandes, captation des idées, la priorisation des projets, de ces demandes entre elles, et ça le plus tôt possible, de façon à avoir une forme d'entonnoir sur nos projets, parce que les ressources sont forcément limitées. Et puis du côté du delivery, toutes les approches agiles qui viennent s'intégrer au sein des équipes, ces équipes qui sont généralement dédiées de façon à accélérer l'arrivée de la valeur dans l'entreprise. La question étant effectivement derrière, au niveau du portefeuille, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir reconnecter la stratégie à l'exécution, puisque ces deux mondes-là restent quand même déconnectés aujourd'hui, malgré la mise en œuvre de pratiques, malgré la mise en œuvre d'ici. Comment peut-on faire pour les rapprocher? Et notre expérience, c'est que on a la chance aujourd'hui d'avoir des projets, enfin, des logiciels qui sont là pour nous aider. Néanmoins, la tendance, c'est que quand on se lance dans ces démarches, on n'est plus dans une approche outil. On sait, et on a beaucoup d'exemples historiquement qui peuvent le prouver, que cette démarche-là, l'outil n'est pas, entre guillemets, autoporteur de sa transformation. On travaille sur des projets de transformation qui intègrent une partie outil, la question étant d'identifier les bonnes pratiques qui sont afférentes, de les mettre en œuvre au sein du client par rapport à son contexte et par rapport à une démarche globale de mise en œuvre. C'est pour ça que cette notion de transformation est importante et on intègre toujours la composante humaine. Ouais, tout à fait, Sébastien. Et d'ailleurs, CA va apporter une réponse complète sur ces trois niveaux que nous venons d'identifier, à savoir donc le niveau métier, le niveau portefeuille et puis le niveau exécution. Et CA, effectivement, est le seul éditeur du marché qui adresse la complétude de cet enjeu, avec des gains à plusieurs niveaux, et on va dire de façon transverse à ces trois domaines. Il y a des gains à chaque niveau de l'organisation. On va avoir également des gains en termes de cohérence entre les différents niveaux, cohérence de l'information. Et puis également des gains en termes de souplesse au niveau du mode d'engagement. On va pouvoir choisir si on souhaite engager avec une méthodologie traditionnelle de type cycle en V ou si on souhaite engager avec une méthodologie de type agile. Et également, on va pouvoir, si on le souhaite, mixer les deux modes d'engagement pour certains types de projets. Voilà. Donc voilà un petit peu comment se déclinent les trois fonctions au niveau de notre solution. Donc c'est une solution qui est combinée, qui s'appuie à la fois sur la partie CAPPM pour la gestion des projets de type traditionnel et qui s'appuie également sur Agile Central pour la méthodologie agile. Et de ce point de vue-là, et c'est une grande transformation pour nous dans la façon de délivrer les outils aux clients et aux organisations, c'est que les clients arrivent à identifier que ces logiciels portent des bonnes pratiques de pilotage et les échanges que nous avons avec les clients pour la remise en œuvre, c'est pas dire qu'est-ce que je mets dans quel champ, c'est comment est-ce que vous souhaitez piloter, quelles sont les restitutions dont vous avez besoin, et si vous n'avez rien, on peut déjà s'appuyer sur ce que les logiciels proposent, donc Agile et CAPPM, pour permettre justement de guider les organisations dans leur réflexion par rapport à leur niveau de maturité. Effectivement. Donc, on va démarrer avec le premier niveau, donc au niveau métier.
l'objectif de la gestion de la demande, ça va être de collecter au niveau d'une plateforme unique. Et donc là, on va retrouver les enjeux métiers d'avoir un référentiel unique afin d'avoir une cohérence au niveau de l'information et d'identifier les meilleurs investissements. Donc on va avoir une collecte de ces informations. Donc ça peut être des nouvelles initiatives, ça peut être des projets ou des objectifs de maintien en conditions opérationnelles. On peut avoir des projets, des idées de respect d'une norme de régulation. Voilà. Toute initiative métier va pouvoir être captée et spécifiée à travers des critères qui sont propres à chaque type d'initiative. Et donc l'objectif de cette première grande fonctionnalité va être de gérer la demande à la fois en termes qualitatifs et en termes quantitatifs et de soutenir de nouvelles initiatives, d'identifier quelles sont les initiatives pour lesquelles il y a eu un taux de transformation, donc qui ont effectivement donné lieu à un projet, et d'avoir un véritable processus de pilotage de la gestion de la demande. Et dans cette démarche-là, effectivement, quand on le met en place dans les entreprises, on voit bien comment le processus de décision va être tracé, alors pas dans le sens flicage, mais bien dans le sens visibilité et partage des éléments, de façon à donner cette visibilité et mettre en dynamique les interlocuteurs, qui sont métiers, qui vont être ceux qui vont aussi réaliser. Le métier est effectivement le driver de cette demande, et ça permet donc de clarifier le plus tôt possible le besoin, avec un rôle prépondérant de la gouvernance qui va s'attacher à revoir les différentes initiatives. Est-ce qu'elles ont été bien captées? Est-ce qu'elles ont été bien décrites dans les différents éléments? Et donc derrière, de constituer le portefeuille de demandes et de projets. Alors justement, la transition est toute trouvée, donc on passe maintenant sur le domaine du portefeuille. Donc là, on va regrouper des investissements, on va regrouper des projets, on va regrouper des demandes au sein d'un portefeuille. Ça peut être un portefeuille métier, ça peut être un portefeuille de la DSI. Donc c'est l'entreprise qui va définir le type de portefeuille qu'elle souhaite gérer. Et on va retrouver dans ce portefeuille différentes initiatives. Et un portefeuille va être défini notamment par une enveloppe budgétaire et par un horizon. Donc on peut avoir des portefeuilles à 2 ans, à 5 ans ou autres. Donc là on voit au niveau de l'écran que sur la partie supérieure, au-dessus de la ligne de flottaison, on va avoir les investissements qui ont été identifiés, qui ont été retenus dans l'horizon du portefeuille. Vous avez la possibilité de travailler sur ces différentes initiatives et identifier celles que vous voulez retenir dans le portefeuille. Ce que l'on fait généralement, on va travailler dans le cadre de scénarios et on va identifier par exemple un scénario d'alignement avec une stratégie métier, où on peut identifier un scénario de réduction de risque, d'augmentation, de maximisation des bénéfices. Et donc en fonction de ces scénarios, on va pouvoir prioriser et identifier quels sont les investissements qui vont être retenus dans le cadre du portefeuille. Évidemment, on va pouvoir également utiliser des fonctions de comparaison entre ces différents scénarios de façon à arbitrer. L'objectif ici, c'est bel et bien l'arbitrage des investissements qui vont être retenus dans l'horizon du portefeuille. Alors, on remarque d'ailleurs que sur la partie inférieure, on a 2 jauges qui sont en rouge. Donc, on en a une au niveau du bénéfice dégagé de l'indicateur de bénéfice et une autre au niveau de la consommation prévisionnelle de la ressource de type architecte. Et effectivement, cet écran est fondamental. Alors, on va basculer sur voilà, le mode de fonctionnement ici pour arriver à gérer mieux nos indicateurs, pour en avoir un en rouge qui passe en vert. C'est que souvent nos clients essayent de faire ça dans Excel. Alors au début ça marche, mais il y a forcément des limites dans le sens où capter les investissements, la mise à jour, la dynamique est très compliquée à suivre. Et donc c'est là où c'est APPM dans cette partie pilotage de portefeuille pour consolider les éléments et être capable de prendre des décisions. Les clients qui mettent en œuvre cette fonctionnalité s'appuient directement sur la solution. On est en interaction pour pouvoir bouger les projets et prendre les décisions de décalage ou de revenus budgétaires. Ouais, ce qui est intéressant aussi, hein, on voit d'ailleurs au niveau de l'écran qu'on va pouvoir différencier les investissements, les projets qui vont être réalisés en méthodologie agile de ceux qui sont réalisés en cycle en V. Donc on a une colonne qui spécifie si c'est un projet de type agile.
Un autre point important également, c'est qu'on va retrouver au niveau du portefeuille à la fois les futurs investissements potentiels, on va retrouver également les projets qui sont en cours d'exécution et puis les tâches de maintien en condition opérationnelle. Donc on va pouvoir adresser de façon complète la gestion de la ressource dans tous ces aspects. Donc là on voit notamment que sur le profil architecte, on a une surcharge. Donc on va pouvoir, si on regarde sur l'écran suivant, on va pouvoir travailler uniquement sur ce profil architecte pour regarder les charges prévisionnelles et les charges qui sont prévues sur ce profil-là pour les différents investissements. Et on va pouvoir travailler sur l'horizon du portefeuille afin de lisser ces charges et d'optimiser finalement notre gestion des ressources. Voilà, donc là on est content, toutes les jauges sont en vert. On voit également qu'on a maximisé le bénéfice. Donc voilà, donc c'est un point également. Vous avez la possibilité de trier les différents investissements en fonction de critères, donc de façon automatique. Et vous pouvez également, par déplacer glisser, soit tirer la barre vers le haut ou vers le bas, soit déplacer les investissements vers le haut, au-dessus ou en dessous de la barre de flottaison. C'est vrai que cette fonctionnalité, elle est très pratique, surtout quand on a des dizaines d'investissements à revoir dans la liste. Le travail étant effectivement de définir au niveau de l'organisation quelles sont les priorités, sachant que la fonctionnalité de scénario permet aussi de simuler des priorisations différentes et donc de pouvoir travailler de manière dynamique en séance au niveau de l'organisation avec l'ensemble des décideurs autour de la table. Donc ça accélère énormément la prise de décision dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on va faire, on va suivre un projet qui est le projet online shopping qu'on a vu au niveau du portefeuille. Voilà. Donc là, c'est simplement une vision un petit peu générale, une seconde vision générale du portefeuille où on va pouvoir visualiser de façon graphique les différents investissements en fonction des axes décidés par l'entreprise. Donc on peut parler de réduction de coûts, on peut parler de gains en termes de revenus, d'alignement avec une stratégie métier. Voilà, c'est autant de portlets et de dashboards que vous allez pouvoir visualiser qui vont vous permettre de consommer, d'avoir une vision consommer l'information et d'avoir une vision exhaustive de votre portefeuille. Alors, ce qu'on peut faire, on peut zoomer un petit peu sur les projets. On voit donc la liste des projets qui sont en cours. On peut voir l'étape dans laquelle se trouve chacun des projets. Et on peut voir également le mode d'exécution. Donc on peut distinguer des modes d'exécution de type traditionnel et des modes d'exécution de type agile. Donc cette représentation va nous donner une vision sur le Gantt, donc sur la réalisation au niveau des projets. Donc là, finalement tout doucement, on descend depuis la couche métier, en passant par la couche portefeuille, vers la couche plus réalisation, où on peut avoir une vue générale sur l'ensemble des projets et les grandes étapes d'exécution de chacun de ces projets, qu'ils soient adressés en mode cycle en V ou qu'ils soient adressés en mode agile. Donc finalement, dans mon pilotage, là, au niveau en tant que responsable gouvernance, par exemple, que ce soit traité en agile ou en cycle en V, j'ai la visibilité directement. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre en agile et le cycle en V à la suite pour voir de manière opérationnelle comment le delivery se passe au niveau des Voilà, donc là on suit notre projet, donc le projet Online Shopping Experience. On va cliquer, voilà, on va descendre au niveau du projet. Et là on voit le détail de ce projet. Donc on visualise à la fois le projet et les différentes tâches qui composent ce projet. Et donc ce que l'on représente en méthodologie agile comme étant des initiatives et des fonctions. Et on peut voir par exemple que sur la tâche Shopping Cart, on va avoir 39% et 18% sur deux indicateurs agiles. Donc là, on a vraiment une représentation agile avec le vocabulaire et la méthodologie agile. Et on peut piloter nos projets donc en méthodologie agile. Mais là, j'en reviens à t'interrompre parce que c'est un bac d'agile, mais on est toujours dans CAPPM, dans l'outil de pilotage des projets. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que CA a choisi de faire, ça a été d'adresser le métier du PPM à travers deux fonctions qui sont complémentaires. Donc, la fonction CAPPM qui va permettre de travailler sur l'exécution des projets traditionnels en cycle en V et qui va également remonter cette information au niveau gouvernance. Et puis, la fonction Agile centrale qui est leader également sur le domaine de l'implémentation en méthodologie agile et qui va se
se connecter, qui va s'interfacer avec CAPPM pour remonter l'ensemble de ces indicateurs au niveau de la gouvernance et au niveau du pilotage stratégique. D'accord. Voilà, donc là, effectivement, Sébastien, donc là on descend dans l'exécution en méthodologie agile et on va retrouver le projet en question. Et dans ce projet-là, on va retrouver la tâche, la fonction shopping card. Cette fonction-là, on va pouvoir la décliner en différentes user stories et différentes tâches. Et on retrouve d'ailleurs les indicateurs sur le shopping card de 39% et de 18%. Voilà, donc là, on voit bien la connexion, le lien entre le portefeuille, le projet, le pilotage général et la réalisation. La réalisation, elle va s'effectuer dans Agile Central avec les forces, avec la puissance de l'outil pour réaliser ce type de projet en méthodologie agile de façon optimale. Et là, on retrouve bien ce qu'on évoquait sur la vision user story, qui est d'identifier les différents éléments qu'on doit développer et de pouvoir les prioriser et de gérer justement avec le métier en direct l'ensemble des réalisations à faire pour le projet d'Elix Aval. Exactement, tout à fait Sébastien. Et donc voilà, si on prend l'écran suivant c'est une représentation d'un Kanban au niveau team level, donc au niveau de l'équipe, où on va suivre et piloter les différentes user stories. Donc la user story qu'on a encadrée correspond à une des user stories du online shopping card qui a été précédemment identifiée. Donc voilà, on voit bien le lien finalement entre les investissements, les critères de sélection et d'arbitrage au niveau du portefeuille, et puis ensuite un suivi au niveau des initiatives, au niveau des fonctions, et son pendant, on va dire, côté projet, à travers les projets, et puis les tâches traditionnelles au niveau du Gantt, comme vous l'avez vu. Voilà, et donc c'est dans ce pendant que on fait avancer, on fait progresser la réalisation des différentes tâches de projet en mode agile. Tout à fait, et en fait ensuite cette progression va remonter à des niveaux stratégiques. Alors on peut regarder un exemple de projet cette fois-ci traditionnel. Donc on voit que c'est une interface qui est extrêmement simple. On a un état immédiat au niveau du projet. On va pouvoir voir en un coup d'œil les indicateurs clés du projet. Donc le montant qui a été dépensé, les efforts qui ont été réalisés, les différents jalons du projet au niveau de la frise temporelle. Et puis, on va pouvoir visualiser les tâches qui sont planifiées sur ce projet pour les deux prochaines semaines. Donc, c'est un petit peu un status report, un état du projet qui a été concocté pour le chef de projet, pour avoir un suivi exhaustif et avoir une vision rapide des informations principales sur le projet. Donc ça, c'est mon cockpit de pilotage au niveau du chef de projet et qui peut être, lui, partagé avec toute l'organisation, aussi bien les opérationnels, les gens qui délivrent le projet avec lui, que les responsables de gouvernance, que le métier, etc., etc. Oui, effectivement, et il faut que ça soit comme ça, puisque à partir du moment où cette information va être partagée, ça va permettre aux différents interlocuteurs d'avoir un seul point focal pour le projet, et donc ça va éviter les allers-retours, les échanges de mails, les différentes versions, les status reports en PowerPoint, etc. Donc là, ça va nous permettre d'avoir un seul point focal, et d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard sur l'aspect collaboration, l'ensemble des contributeurs vont collaborer sur ce point focal qu'est le projet. Voilà, donc là, on passe maintenant à une vision, on va dire, plus suivi du projet, donc avec une WBS qui est simple, plusieurs phases, et dans chacune des phases, on va retrouver les différentes tâches du projet. Très simple, une tâche a été effectuée, je vais pouvoir, par simple clic, dire « ça a été effectué ». Vous avez la possibilité dans chacune des tâches également de rajouter une to-do list de façon dynamique et dire « voilà, j'ai fait, ça, il reste ça à faire ». Donc là, on est vraiment sur un mode de définition des différentes tâches du projet qui répond à des critères de type Gantt, mais pour autant on a simplifié au maximum les choses de façon à apporter de la souplesse, à apporter de la facilité au niveau des contributeurs. On peut voir également d'ailleurs les contributeurs sur chacune des tâches, et donc ces contributeurs vont pouvoir interagir au niveau du projet. Alors là-dessus, ce qui est fondamental, et je reviens sur la notion de projet de transformation et comment justement on arrive à ce que tout le monde s'aligne et dans cette démarche pour pouvoir capitaliser sur la mise en œuvre de la solution. C'est vrai qu'il y a
un cap important qui a été franchi aujourd'hui par CA dans CAPPM, c'est de proposer une interface qui soit simple, ergonomique, attractive pour les utilisateurs et qui leur permette aussi de rentrer dans la solution sans passer trop de temps en formation. Je veux dire, pour l'avoir pratiqué, les éléments sont là et la prise en main est quasi immédiate. Donc ce qui veut dire qu'on peut laisser vraiment les utilisateurs rentrer dedans et on a aussi cette approche collaborative du projet comme tu l'évoquais qui se matérialise et qui permet justement de capitaliser mieux et de gagner en visibilité au niveau du portefeuille parce qu'on avait souvent des responsables de gouvernance qui devaient manier à la fois la carotte et le bâton pour justement avoir des données qui remontent et l'outil de manière générale à toi été présenté comme ah non je peux pas, c'est trop compliqué, voilà là je pense que on a vraiment une première étape qui est franchie et qui se généralise au sein de la solution de façon à permettre que chacun ait envie de faire du pilotage de projet. Ouais, c'est ça tout à fait. Et en plus, dans cette optique et cette volonté de simplification, on est aujourd'hui, donc on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et de la collaboration, on est beaucoup plus sur un mode collaboratif. D'ailleurs, il y a un troisième lien qui fait référence à la collaboration. Donc la collaboration autour d'un sujet commun, qui est le projet. Parce qu'on sait très bien que finalement, staffer des personnes sur un projet, c'est avant tout une discussion. Donc d'avoir un processus et d'identifier les personnes par processus, c'est pas une façon de fonctionner qui est optimale. Et aujourd'hui, on favorise vraiment ce mode de communication pour identifier les bonnes personnes et pour staffer finalement les différents profils de façon optimale sur les projets. Alors ça répond aussi à un vrai besoin, une vraie attente de beaucoup d'utilisateurs qui sont pratiquent entre guillemets la gestion de projet de manière occasionnelle. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est juste parce qu'ils sont dans leur métier, ils n'ont pas forcément eu une formation ou des gros projets à gérer. Et pour répondre à cela, ça permet de leur mettre le pied à l'étrier. Et évidemment derrière la solution de CAPPM permet toujours de gérer des gros projets, des programmes, et donc permet un côté étendu plus facile qui permet d'impliquer tout le monde et de gagner là-dessus. Et ça, c'est un vrai plus pour nous aujourd'hui, et je reviens sur la question de la transformation, puisque justement, ça simplifie la gestion d'un projet. Par contre, il faut faire attention quand on met en œuvre une démarche de montée en maturité de l'organisation sur ce volet-là, c'est de bien différencier ces populations afin qu'on adresse le bon outil, la bonne interface à l'utilisateur. Et la gestion de projet d'une manière générale reste quand même une pratique avancée la plupart du temps. Et de ne pas se tromper sur les messages qu'on délivre aux collaborateurs, parce que là on crée l'envie, et derrière il faut les accompagner quand même dans leur compréhension du pilotage. Oui, tout à fait Sébastien. Mais écoute, maintenant ce qu'on va faire, on va passer sur la fonction, alors, on peut dire la fonction feuille de temps, hein, dans les différentes fonctions qu'on a au niveau de l'exécution. Et au niveau de la solution, c'est beaucoup plus que ça en fait, hein. C'est beaucoup plus qu'une feuille de temps, c'est véritablement un module de gestion du temps, de time management, où on va pouvoir identifier les personnes qui sont autorisées à saisir des temps. On va pouvoir contrôler pendant une période, contrôler la saisie, s'assurer que la saisie va pouvoir être effectuée sur une période donnée, et qu'ensuite, cette période-là, une fois cette période révolue, il n'y a plus de changement qui peut être effectué a posteriori. Ça vous le comprenez très bien, notamment pour des raisons de facturation et autres. Et puis également, dans ce type d'interface, on va avoir une saisie immédiate, c'est-à-dire que le contributeur sur le projet va simplement rentrer le temps passé sur les différentes activités et une tabulation, et automatiquement, donc là on voit par exemple au niveau de la jauge de saisie des temps, on est à 32 heures. Si on passe sur le slide suivant, voilà, donc automatiquement, après une saisie au niveau d'une tâche, on va avoir une mise à jour immédiate avec une sauvegarde immédiate, donc on limite comme ça le nombre de clics et puis on facilite la saisie des temps. Initialement, c'est quand même assez fastidieux hein, pour les contributeurs au niveau des projets. C'est presque pire que la saisie des notes de frais. Donc là, on arrive sur quelque chose qui finalement est beaucoup plus convivial. On a également une fonction de type, alors, je l'appelle roulette ou carrousel, hein, en haut à gauche, qui va permettre de naviguer comme ça d'une semaine à l'autre.
et de visualiser les différentes activités pour chaque semaine. Et pour les activités qui n'ont pas encore été saisies, on va proposer une copie des feuilles de temps d'une semaine qui a déjà été remplie vers la semaine qui suit, par exemple. Ça va permettre de faciliter la saisie, de reprendre quand on a notamment des contributeurs qui sont sur des gros projets et qui ont des activités qui sont récurrentes, de faciliter la saisie des temps et que cette partie-là prenne finalement le moins de temps possible, parce que c'est pas la partie la plus intéressante au niveau des contributeurs. L'objectif étant que les contributeurs de projet se focalisent sur les tâches à valeur ajoutée et non sur une saisie de temps pour des raisons de reporting. C'est vrai qu'avec cette nouvelle interface, je pense qu'on ne verra plus des gens demander une tâche pour une demi-journée pour saisir sa feuille de temps qui arrivait de manière régulière, on va dire. L'autre point, et c'est la capacité à ajouter des tâches facilement. Donc ça permet effectivement de redonner un coup de peps sur cette activité-là qui est fondamentale pour quand même le pilotage des projets et qui est vu souvent de manière contrainte. Au-delà de ça, il y a, et je reviens sur la question du définition du périmètre et du pilotage des projets, je veux dire, le travail de qualification des tâches et le suivi et mise à jour de la part du chef de projet reste aussi fondamental pour faciliter la vie des collaborateurs dans leur saisie d'activité. Et ce qu'on voit aussi, c'est la question du responsable d'équipe dans sa validation lui-même. Effectivement, ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc sur la partie approbation, validation, on voit également que l'interface va permettre très facilement d'identifier les contributeurs qui ont soumis leur feuille de temps. Et on a une représentation, on va dire, de type Kanban avec les différents états de la feuille de temps. Et finalement, on va pouvoir visualiser rapidement chaque saisie sur la partie gauche de l'écran. Et puis, avec un pouce vers le haut ou pouce vers le bas, on va approuver ou refuser la feuille de temps. Donc, on voit finalement qu'on a encore des processus mais qui sont extrêmement simples et qui vont permettre de faciliter la fluidité au niveau des différentes tâches de projet, mais pour autant sans avoir des contraintes. Donc, on est vraiment sur un mode collaboratif avec des processus simples qui viennent structurer un petit peu tout ça. Oui, d'accord, mais une fois que j'ai fait cette saisie, comment ça se répercute dans mon suivi de projet? Alors, une fois qu'on a fait la saisie, automatiquement, toutes les informations vont être remontées au niveau du suivi du projet. Voilà, donc là, on a le suivi au niveau de chacun des projets. Alors, encore une fois, je voulais préciser quand même, la façon dont a été définie les différentes interfaces est vraiment liée au métier et à l'activité de chaque contributeur. On parlait tout à l'heure, en début de session, de l'expérience utilisateur. C'est un point fondamental au niveau de l'économie des applications. Et donc, CA Technologies a fait cet effort de reprendre, d'identifier les différents besoins pour chacun des métiers. Et donc, on n'est pas là à proposer des fonctions, mais plutôt à identifier quelles sont les tâches que chaque métier doit effectuer, de façon à s'assurer que les tâches vont être effectuées de façon optimale et qu'on va pouvoir libérer du temps pour des tâches réellement à valeur ajoutée pour les différents profils qui sont contributeurs au niveau des projets. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, pour le retour client sur cette saisie d'activité est très positif. Pour juste identifier comme étant un gain ergonomique, certes, mais au-delà de ça, de facilitation pour que la saisie des temps devienne plus simple et plus fluide dans les organisations. Et donc là, on est au niveau des projets, on peut remonter à un niveau supérieur. Donc là, on remonte, on va dire, au niveau gouvernance, au niveau portefeuille, au niveau arbitrage, et on va pouvoir visualiser les investissements. Alors cette fois-ci, on a choisi de faire de vous montrer une représentation sur des projets de type agile, avec des indicateurs agiles, donc on parle de sprint, on va parler de bugs, on va parler de user story, on va parler de tâches, et puis les différents indicateurs, de nombre de points, etc. Des différents indicateurs qui sont propres à la méthodologie et au mode d'engagement des projets en mode agile. D'accord. Donc là, effectivement, on retrouve bien l'ensemble de notre vision et par rapport à ce qu'on a écrit précédemment. Bon, j'espère que vous aurez
la conviction que en mettant en place donc ces pratiques de pilotage en s'appuyant sur ces APPM Agile, on peut vraiment aujourd'hui parler de reconnexion de la stratégie et de l'exécution de manière fluide et l'enjeu n'est plus entre guillemets que de faire collaborer les acteurs ensemble et d'arriver à trouver des moyens d'adapter tout ça à leur contexte de façon à ce que ça devienne naturel et que ça fasse partie de la culture de l'organisation. C'est-à-dire que si on revient à notre introduction, où on parlait aujourd'hui on ne fait plus des projets entre guillemets techniques de mise en œuvre, mais des projets de transformation qui intègrent des solutions, on revient vraiment sur ces termes-là et pour on va dire des coûts équivalents, hein, ça faut pas se le cacher, on arrive à transformer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement les organisations dans leur mode de fonctionnement, et ça de manière pérenne. Donc par rapport à tout ça, faire une petite synthèse des éléments qui sont apportés. Oui, Sébastien, tout à fait. Donc effectivement, donc notre proposition de valeur de CA Technologies, CAPPM avec Agile Management connecte la stratégie et l'exécution et permet aux organisations d'accélérer leur time to market. Effectivement, CA Technologies est le seul éditeur à proposer une solution qui allie agilité et gouvernance en alignant les équipes agiles à la stratégie métier. Et comme on l'évoquait, l'outil seul ne permet pas de transformer forcément efficacement l'organisation et les entreprises ont besoin d'être guidées, d'être accompagnées. Je veux dire souvent, Coprim, on nous présente un peu comme le GPS pour l'organisation, pour dire où est-ce que je peux aller, comment est-ce que je peux y aller, pour améliorer alors nous ce qu'on appelle les pratiques de pilotage outillé, dans le sens où on parle bien du pilotage de l'organisation, qu'on a besoin d'outils à mettre en œuvre, qu'on doit s'appuyer sur des process et que derrière, évidemment, c'est souvent réalisé par des humains. Et qu'il faut surtout pas l'oublier, parce que quelque part, le fait de mettre en place des logiciels, d'avoir des méthodologies de déploiement très rapides, permet de garder l'argent pour se concentrer sur l'accompagnement du changement. Et quand on parle d'accompagnement du changement, c'est une vision durable et le faire que c'est l'organisation elle-même qui le porte. Nous, on a volonté à ce que nos clients soient autonomes dans leur pratique de pilotage, donc de les lancer, de leur donner les bons éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour la suite. Voilà pour les points que nous avions à partager avec vous aujourd'hui sur justement cette vision entre relier la partie business et la partie exécution avec l'approche de portefeuille, aussi bien donc sur l'angle des pratiques et puis de la partie outils avec CAPPM et Agile. On va donc passer maintenant à la partie questions-réponses. Alors, on va commencer par une première question qui est qu'entend-on par un projet hybride? On a parlé de projet agile, Jean-Bernard, on a parlé de projet cycle en V. Un projet agile, c'est quoi? Effectivement, quand on a présenté donc les différents niveaux, donc la partie business, la partie portefeuille et puis la partie exécution. Pour fixer les idées, on avait également sur la partie exécution le fait de représenter, de pouvoir engager à la fois avec une méthodologie agile et puis avec une méthodologie de type traditionnel. On peut également engager en mode hybride. Alors généralement, ce qu'on peut retrouver chez nos clients, ça va être plutôt des grands projets d'entreprise, voire des programmes où certains projets, en fonction de leur domaine, vont être adressés en méthodologie agile, et puis d'autres projets vont être adressés en méthodologie traditionnelle. Donc on a finalement une complémentarité de ces deux modes d'engagement au sein d'un même programme, mais on va avoir des projets qui vont être distincts, qu'on soit en agile ou qu'on soit en cycle traditionnel. Comme on l'a vu effectivement, dans CAPPM, c'est transparent. Tout à fait. Très bien. La deuxième question qu'on a concerne
la mise en place, la mise en œuvre, quelles sont les bonnes pratiques ou la bonne approche. Donc justement, quand on parlait de projet outils versus projet de transformation, ce qu'on observe de manière générale, c'est que les entreprises qui réussissent dans leur mise en œuvre de ces pratiques outillées, c'est celles qui vont qui vont s'appuyer sur une équipe qui va être pluridisciplinaire. Comme on l'a revu avec les exemples donnés dans les slides, le métier, la gouvernance, les chefs de projet, les responsables d'équipe, les collaborateurs doivent faire un seul corps pour arriver à travailler ensemble. Et donc justement aujourd'hui ces projets sont vraiment menés d'une manière générale avec ces équipes-là et plus seulement des chefs de projet et un responsable d'application derrière. Il y a cette vision qui est partagée et qui permet de positionner l'enjeu au bon niveau et surtout d'apporter des réponses de manière concrète. Je veux dire, on vient dans l'arbitrage des projets sur la question de la fluidité entre les décisionnaires et ceux qui vont lancer le projet et ceux qui vont l'exécuter. C'est une notion de processus qui doivent rester généralement simples, mais qui sont adaptés à l'organisation. C'est là-dessus qu'on part et qu'on implique les différents acteurs pour qu'ils puissent comprendre aussi qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, parce que c'est facile côté métier de dire je lance un projet et puis voilà. Dans les points aussi qui sont fondamentaux dans l'appropriation, c'est de penser dès le départ, en incluant ces populations, à comment est-ce qu'on va les accompagner par rapport à leur maturité. L'outil, ça c'est toute notre expérience et notre retour qu'on peut partager, c'est l'outil va cristalliser les problèmes de l'organisation. Donc le point, c'est comment est-ce qu'on fait pour les anticiper, pour les tester. Alors, la notion de pilote apparaît de plus en plus, d'y aller par périmètre organisationnel, de trouver, comme tu m'as montré à travers l'interface, la question de qu'est-ce qui est le plus approprié à chacun, tout en restant dans un cadre avec un pilotage commun. Parce qu'il ne faut pas bien se souvenir que si le chef de projet apporte des éléments, c'est pour la gouvernance, c'est pour le décideur, et réciproquement. Il y a une boucle qui, aujourd'hui, peut être faite. Et là-dessus, on va dire que le projet devient agile dans sa réalisation parce qu'on s'adapte aussi à la montée en maturité de l'organisation. Avoir un plan de déploiement figé va être très contraignant pour l'entreprise. Ça peut se faire au forcing, mais ça ne favorise pas l'appropriation à la suite. Donc il faut savoir échelonner la mise en place de la solution au regard des process, parce que tous les process en même temps, ça devient compliqué. Il faut savoir les tester, il faut savoir les rendre fiables, et il faut aussi savoir accélérer quand on se rend compte que l'organisation est prête à les mettre en œuvre, et donc délivrer la valeur plus tôt, ou au contraire, les retarder quand on se rend compte que l'adhésion, l'appropriation ne se passe pas forcément. Voilà. Donc, là-dessus, cette combinaison, et c'est vraiment important dans le message qu'on doit passer, la connaissance de la gestion du projet, les logiciels et les bonnes pratiques qu'ils intègrent sont des éléments sur lesquels les organisations peuvent s'appuyer aujourd'hui, qu'elles aient déjà des pratiques outils ou pas. Soyons clairs. Vous partez d'Excel, on peut passer directement à cette étape-là, c'est comme certains, le téléphone portable sans passer par Unifix, les échanges bancaires, le chèque des pays sont passés directement au transfert d'argent digitaux. Donc ça, on est capable de gérer, l'essentiel étant, je reviens sur la notion de GPS, de vous donner les marches à franchir et de voir comment vous pouvez les franchir en vous apportant les bons éléments. Oui, une autre question, il y a une question notamment au niveau des intégrations avec d'autres solutions, donc des autres solutions qui sont plutôt, on va dire, côté exécution sur la partie agile. Donc effectivement, CAPPM dispose de connecteurs avec beaucoup d'acteurs sur le marché qui font des modes d'implémentation en méthodologie agile. Cela étant, il faut comprendre un petit peu à quoi va servir ce type d'intégration, quelles sont les raisons
on va dire, d'un maintien de ce type de solution dans l'organisation. Donc, on peut rencontrer parfois, chez nos clients, on va avoir de nombreuses installations, de nombreuses implémentations, enfin utilisation plutôt qu'implémentation d'ailleurs, utilisation de ce type de solution, donc qui sont poussés un petit peu comme des champignons au niveau des équipes de développement. Pour autant, l'intégration n'est pas forcément une réponse pour réconcilier l'information à des niveaux stratégiques. Donc là, il faut vraiment investiguer, savoir si c'est une volonté d'entreprise, si il y a une volonté d'évoluer et que petit à petit certaines équipes migrent vers une solution d'entreprise. Voilà, donc il faut en dehors du plan technique pour lequel on fournira des connecteurs, la partie vraiment la partie projet, la partie gain en termes de valeur ajoutée au niveau stratégique, elle va être identifiée lorsqu'on va pouvoir profiter des différentes couches au niveau de la solution. Après, voilà, il faut voir au cas par cas. Alors effectivement, pour Coprime, en tant que cabinet de conseil et intégrateur de la solution, c'est des points auxquels on est confronté de manière régulière. L'élément, effectivement, c'est en informatique tout est possible, certains diront, l'essentiel est de le faire de manière fluide et intelligente dans l'intégration. Très bien. Écoutez, Merci à vous pour votre attention. merci Sébastien. Merci Jean-Bernard. Et puis, On vous dit à bientôt. pour un prochain podcast. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, au revoir.